Ça sent très très bon. La cuisine, elle est apparue comme une évidence à ce moment-là, quoi. On espère pouvoir encore servir pendant longtemps les Grenoblois. Est-ce qu'on peut dire que tu as ouvert ton restaurant grâce au chanteur de Coldplay? Ouais, on peut le dire, ouais. Là, l'aubergine, elle est dans son plus simple appareil. Ouais. Je sais pas du tout par quoi faut commencer. J'avais envie de retrouver un métier qui me donne une place dans la société. On a l'aubergine miso qui a été rôtie. T'étais avec ton skateboard en train d'aller chercher des produits au marché qui est juste à côté. Le métier de cuisinier, c'est d'attraper 3-4 produits comme ça, d'en faire un truc dingue. Aujourd'hui, le restaurant est référencé au guide de Michelin. Nico, viens. Vraiment, je suis régalé. C'est quoi ton plat préféré? Ah, c'est bon. Épisode 5 du Gratin Dauphinois. Aujourd'hui, nous rencontrons Guillaume Duboeuf, chef du Tohubohu, restaurant situé rue Chenoise et référencé au guide Michelin. Bonjour Guillaume. Salut Maxime. Merci de nous accueillir dans ton établissement, au Tohubohu, rue Chenoise. Comme tu le sais peut-être, c'est le concept. Le tournage va se dérouler en 3 parties, entrée, plat, dessert. En entrée du coup pour mieux te connaître, découvrir ton parcours, ton restaurant, ta cuisine. Le plat consacré au lien que tu as avec Grenoble. Et puis la 3e partie, le dessert. On ira cuisiner ensemble et puis peut-être faire découvrir aussi une recette que les gens pourront refaire chez eux. Avec plaisir. J'ai vu que tu avais été diplômé de GEM, donc c'est l'école de commerce de Grenoble. Comment est-ce que tu as vécu ta reconversion? Pourquoi tu as souhaité changer vraiment de voie et comment ça s'est fait? Le changement pour moi, en fait, il était nécessaire. J'avais envie de retrouver un métier qui me donne une place dans la société, qui me donne une utilité. C'est à peu près au moment où j'ai rencontré ma compagne, qui travaillait dans les métiers de l'art vivant. Je me suis mis à côtoyer pas mal d'artistes et j'ai eu envie de retrouver une certaine poésie. À la fois, il y a quelque chose de très basique, tu vois, dans notre métier, où en fait, on doit transformer des matières premières pour les rendre consommables à nos clients. On le fait avec un grand respect, une grande humilité vis-à-vis de nos producteurs. Finalement, notre métier, on essaie un peu de chercher qui on est, tu vois, tous les jours. Moi, ce que je demande à chaque membre de l'équipe, c'est au contraire, c'est de cuisiner, d'assaisonner en fonction de son histoire personnelle, de son vécu, de ses origines, de souvenirs de voyage. Et en fait, tout ça, c'est en construction au quotidien. À quel moment tu as su que ça allait être vers ce domaine? Parce que finalement, des choses manuelles et créatives, on peut en trouver aussi dans d'autres domaines. Pourquoi du coup la cuisine? C'était un attrait que j'avais depuis tout petit. Quand s'est posé la question de ce que j'avais vraiment envie de faire toute ma vie, la cuisine, elle est apparue comme une évidence à ce moment-là, quoi. Et donc tu sors d'école de commerce. Là, tu te fixes un nouvel objectif qui est de devenir chef cuisinier. C'est quoi la route? Comment tu as fait? Tu t'es formé, tu as fait des stages, refait une formation? Écoute, ouais, la route, elle a été relativement difficile, pour être honnête. Tout de suite, en sortie d'école, c'est d'attaquer un CAP en apprentissage. Apprentissage qui est compliqué parce que quand tu le mènes à 24-25 ans, en fait, tu te retrouves à être bien moins bon que des personnes qui ont 15-16 ans et qui ont déjà commencé la cuisine il y a 2-3 ans. Il faut faire preuve d'humilité, se remettre dans cette démarche d'apprentissage. Moi, en plus, j'ai fait le choix d'aller travailler dans des restaurants qui étaient exigeants, souvent étoilés au Michelin. Ça m'a permis de retourner aussi à Grenoble parce que quand j'avais entamé ma reconversion, j'étais à Paris. Et les métiers auxquels me destinait l'école de commerce ne me permettaient pas forcément, tu vois, de revenir vivre dans ce cadre de vie que j'adore. Tu avais déjà en tête une identité de restaurant ou même des valeurs autour de ce que tu souhaitais proposer en cuisine? Franchement, je pense que le restaurant, il s'est construit tout au long du parcours, en fait. Je pense que le concept, il s'explique un petit peu avec le nom du restaurant. Le mot Tohubohu, ça vient de l'hébreu. C'est un mot biblique qui désigne l'état initial de la terre. Et en fait, nous, on l'a choisi parce qu'on voulait retrouver, tu vois, un lien très simple, finalement, avec nos clients. On avait envie de mettre l'assiette et le verre au centre du restaurant. On avait aussi envie, au travers de ce mot, de rendre un petit peu hommage à notre rue. La rue qui peut parfois être un peu en désordre, c'est la rue où les étudiants sortent le soir. C'est aussi une rue où t'as des communautés qui vivent les unes à côté des autres, des classes sociales très différentes aussi.
Et en fait, tout ça cohabite très bien. Finalement, ici, les gens se parlent, les gens se respectent. Et nous, en fait, au quotidien, tu vois, ça nous fait du bien de voir tout ça, surtout dans le contexte actuel où il y a des gens qui essaient de nous faire croire que ça marche pas. Quand on s'est rencontrés, tu étais avec ton skateboard en train d'aller chercher des produits au marché qui est juste à côté. Tu vois. Ouais. On essaie de travailler avec des gens qui ont des valeurs exemplaires, tu vois. Les paysans dont on choisit les légumes, c'est des paysans qui travaillent pas très loin du restaurant. C'est des gens qui nous paraissent être des gens extraordinaires, en fait, qui dédient leur vie à nourrir les autres et à produire quelque chose de qualité. Ça a été du coup un choix de t'installer rue Chenoise. On était d'abord habitants du quartier avant d'être commerçants. C'est un quartier qui nous a accueillis, en fait, quand on est arrivé à Grenoble, parce qu'on avait passé quelques années ailleurs. Et on a eu envie de revenir proche des montagnes, proche de nos familles. Quand on est revenu, on ne connaissait pas grand monde et c'est ce quartier qui nous a acceptés, avec lequel on a commencé à construire des relations sociales qui nous ont fait du bien. Et je crois qu'on a été très reconnaissants, tu vois, de l'accueil que nous a réservé la rue. Il y avait cette opportunité aussi, parce que c'est fou quoi, d'habiter dans une Ouais. rue et puis de trouver un... En fait, tu vois, pour l'anecdote, ma copine, elle travaille pour Johan Bourgeois, metteur en scène qui a des projets incroyables. Tu vois, vraiment, à chaque fois qu'il nous parle des futurs projets artistiques qu'il a, c'est toujours assez exceptionnel. Le jour de mes 29 ans, il nous invite à déjeuner chez lui. Et puis en fait, il nous explique qu'une semaine avant qu'on aille chez lui, tu avais Chris Martins qui venait, donc le chanteur des Coldplay, qui vient pour discuter d'un projet chez lui en Chartreuse et qui était installé sur le même canapé que nous. Et là, je me dis merde quoi, putain moi, qu'est-ce que je fous et tout. Donc là, à ce moment-là, je me dis là, faut que j'ouvre mon resto quoi, c'est impossible de continuer comme ça. Et donc là, je me remets un petit peu assidûment aux recherches que j'avais entamées pendant le Covid d'emplacement. Et puis là, je pense que c'est un peu l'ironie du sort. Je vois cette annonce pour ce restaurant qui s'appelait alors le Nepalaya. Et on se dit, bon, bah, c'est parti, c'est à cet endroit-là qu'il faut qu'on s'installe. Est-ce qu'on peut dire que tu as ouvert ton restaurant grâce au chanteur de Coldplay? Je crois que ouais, on peut le dire, ouais. Grâce au chanteur de Coldplay, grâce à Johan Bourgeois, ça a été un petit peu les éléments déclencheurs, tu vois. Le fait que ça tombe pile poil le jour de mon anniversaire aussi, je pense que ça avait du sens, tu vois. Ça a été un peu un signe. Aujourd'hui, le restaurant est référencé au guide de Michelin. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette récompense que vous avez eue et ce que ça signifie? Nous, on a beaucoup de respect ici au restaurant pour la marque du guide Michelin. Ça a apporté beaucoup de plaisir à l'équipe de recevoir cette distinction parce que c'est quand même un travail collectif, tu vois, au quotidien qui est mené ici. Et comment ça se passe finalement? Il y a quelqu'un qui vient au restaurant de manière anonyme, comme on peut un peu s'imaginer Et ouais, vraiment, c'est ça, pas du tout en fait. Ah ouais. ouais, ça y est. Non, ils viennent Donc il y a quelqu'un qui est venu sans que vous qu'on sache. Après, comme ils indiquent un peu ce qu'ils ont mangé et que nous on change régulièrement notre carte, on arrive à peu près à identifier à quel moment ils sont venus, mais c'est relativement bien fait. Ouais. En fait, c'est marrant parce que même après pratiquement une décennie passée en restauration, moi je crois que je comprends pas encore très bien comment ça fonctionne le guide Michelin. C'est resté assez secret, ils arrivent à garder un petit peu le secret autour de leur... C'est le mystère un petit peu. Ouais. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré. Celui qui te vient le plus rapidement en tête. On a mangé dans un restaurant là au bord du lac de Garde. En gros, le gars, il fait des pâtes cacio e pepe, tu vois. Donc ça, c'est un plat traditionnel romain. Donc qui consiste simplement à mélanger des pâtes avec du pecorino et un peu de poivre. Il n'y a pas d'autre. Et avec l'autre cuisson des pâtes, tu arrives à faire une sauce un peu onctueuse. Et lui, il a un mode de cuisson qui est un peu particulier où en fait, il fait cuire ses pâtes dans une vessie de porc. Et il arrive comme ça à table avec la vessie qu'il ouvre devant toi et il te sert tes pâtes. Et ça, j'avoue que c'est un plat qui est assez incroyable.
Quand est-ce que tu es arrivé ici? Moi, j'ai grandi à Chambéry. J'ai fait 3 ans ici pour l'école de commerce de Grenoble. Ensuite, je suis parti quelques années à Paris et je suis revenu à Grenoble au moment où Christophe Haribert ouvrait son restaurant, son nouveau restaurant à Uriage. C'était pour nous un choix assez évident de revenir dans cette région. Les montagnes nous manquaient et en même temps, la ville de Grenoble, elle offrait aussi une vie urbaine à laquelle on était attaché. Tu vois, t'as une vraie culture, je trouve, de la sortie ici. Tu as des dynamiques de grande ville avec une activité culturelle qui est très développée, des musées, des salles de spectacle qui font un travail remarquable. C'est une ville qui est hyper intéressante en fait. Quel conseil tu donnerais aux Grenoblois, Grenobloises qui souhaitent mieux manger, local, de saison? En fait, on a la chance d'avoir des super beaux marchés, que ce soit le marché de Hoche, le samedi matin, tu as le marché qui est devant l'ancien tribunal, le marché d'Europol, le marché de l'Estacade. Et en fait, sur chacun de ces marchés, tu as plein de producteurs qui produisent localement. On a cette chance, tu vois, autour de Grenoble, d'avoir une vraie tradition de maraîchage, avec le Trièves, avec la vallée du Grésivaudan, avec aussi un peu le Nord-Isère et tout. Quand c'est des produits qui sont bien faits, tu vois, en fait, ça a du goût. Donc voilà, je pense que c'est juste de réacheter des choses simples, qui ont du goût, qui ont été bien faites, et puis de les cuisiner de manière très simple, quoi. Et ça coûte pas forcément très cher. Est-ce que tu as des lieux à Grenoble que tu recommanderais, que ce soit des lieux pour aller boire un coup, manger, sortir? Tu parlais de théâtre, etc. tout à l'heure. Est-ce que tu as des bonnes adresses comme ça? J'adore le café de France, là, d'aller prendre le café le matin là-bas avec Denis qui fait un cinéma pas possible en servant les cafés, qui connaît absolument tout le monde dans le quartier. Voilà, ça me fascine. Après, là, je te parlais à l'instant d'une cuisinière chinoise qui s'est installée dans la rue, qui a monté un petit restaurant qui s'appelle Ashima. C'est un lieu qui est super intéressant. Après, j'aime beaucoup profiter du musée de Grenoble. Ouais, enfin, je trouve que c'est incroyable. Bon, l'expo Miro, forcément, c'était ouf. Après, il y avait l'expo photo juste avant, avec des images de guerre qui étaient juste sidérantes, quoi. Enfin, c'est vraiment une chance d'avoir accès à des lieux de culture. Le musée de l'ancien évêché aussi, juste à côté, qui fait des expos hyper intéressantes. Si tu as le pouvoir de modifier quelque chose à Grenoble, qu'est-ce que tu changerais? Je crois que je mettrais des lumières un peu plus funky le soir, quoi. Je trouve que l'éclairage LED à 23h, blanc, cafard dans la rue, je le trouve pas très joli, quoi. Je mettrais des lumières un peu plus chaudes. C'est un truc a trop bien réussi, par exemple, la ville de Paris. Les lumières le soir sont magnifiques. Nous, à Grenoble, on manque un petit peu, tu vois, de ce... Changer l'éclairage. Ouais, je changerais l'éclairage de la ville le soir. Tu te vois où dans 10 ans? Est-ce que la configuration que tu as aujourd'hui, tu t'y projettes? C'est une question que je me pose souvent. À la fois, je crois qu'on a super envie de continuer de travailler vraiment à améliorer ce qu'on fait ici et de devenir un peu, tu vois, le restaurant institutionnel, quoi. J'ai toujours adoré ce concept du restaurant qui est établi depuis des dizaines d'années et qui connaît super bien tous ses clients. Je te propose peut-être qu'on aille en cuisine juste derrière. Ouais, bon, on va voir ce que tu vaux. Partie 3. On est dans la partie la plus intéressante, surtout quand on parle de nourriture. Donc là, l'idée, c'est de nous présenter un plat que tu as conçu. Alors, pour l'occasion, pas forcément, c'est quelque chose qui va être à la carte, du coup, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous le présenter et comment est-ce que chacun chez soi, on peut le refaire? Donc, nous, ce qu'on aime bien, c'est assembler les produits qu'on trouve sur une même saison. C'est la saison à la fois des chanterelles, c'est la fin de la saison des aubergines. On va essayer d'assembler ces deux produits principaux. produits. Ouais, okay. Et puis également, on va venir
On va venir faire une sauce au miso de riz noir. Ça, c'est facilement trouvable du coup. Dans les épiceries bio, tu trouves du miso très facilement maintenant. On va se défier un petit peu sur le dressage. Enfin, en tout cas, moi, je vais essayer de dresser le plat que Guillaume a déjà d'ailleurs commencé à préparer. Parce qu'il y a des choses en cuisson, il y a la sauce qui est prête. C'était quoi un peu les différents éléments, les différentes étapes pour le préparer? Alors la première étape déjà, tu vois, c'est qu'on va se servir de ce petit cuit vapeur Ouais. pour cuire notre aubergine. On va laisser l'aubergine une vingtaine de minutes à peu près. Donc tu mets une casserole dessous, Tu mets une de l'eau casserole qui d'eau, bout. il y a un petit fond d'eau. 20 minutes plus tard, c'est cuit. L'idée c'est de ne pas hésiter. En fait, il faut comprendre que les choses elles sont jamais en cuisine, Pas les une choses science elles exacte, sont quoi. vraiment ouais, c'est ça, c'est pas une chance exacte. Il faut pas hésiter à venir piquer un petit peu sur la base de l'aubergine pour voir si ça se plante facilement. Voilà, là on voit que c'est Donc là, cuit. ouais. Tu vois, on va simplement la couper en deux, en essayant de couper la tige aussi en deux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a préparé une petite plaque avec du miso, un petit peu de vinaigre de riz, un jaune d'œuf. On va simplement venir, tu vois, comme ça, laquer notre aubergine. On va la placer au four pendant une vingtaine de minutes à D'accord. 140 degrés. Tac. Ok, donc ça c'est 20 minutes plus tard. Donc il y a une sorte de double cuisson finalement. Ouais, voilà. Nous, on essaye, tu vois, de cuisiner les légumes avec le même soin qu'on pourrait accorder à une viande. Ouais. Donc là, souvent, les légumes, ils passent par plusieurs étapes de cuisson différentes, avec des assaisonnements qui sont un peu précis. Ouais. Et là, voilà, de mêler à la fois le rôtissage et la cuisson vapeur, quelque chose qui pourrait traditionnellement être fait sur la viande, ça permet de développer un petit peu le goût du légume. On a la chance, tu vois, d'avoir de magnifiques chanterelles dans la région avec des cueilleurs qui nous les apportent fraîches toutes les semaines. Tu vois, les chanterelles, là, on a récupéré un peu de graisse de volaille. La cuisson des champignons, tu vois, il ne faut pas hésiter à faire chauffer très fort ta poêle. Ok. Pas mettre trop de champignons à la fois parce que c'est un légume qui va recracher beaucoup d'eau. Si on n'a pas ce type d'huile chez soi, Tu peux utiliser une huile neutre qui De supporte cuisson. bien la cuisson. ouais, Tu vois, de cuisson, ouais. une huile de pépins de raisin, D'accord. une huile de colza. Et là, normalement, la cuisson du champignon, elle va relativement vite. Ouais. Le sel, c'est pareil, tu le mets plutôt à la fin de la cuisson Ok. pour éviter c'est qu'il y ait intéressant, trop d'eau qui soit recrachée. Tu vois, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est un peu de jouer sur plusieurs textures. On a l'aubergine miso qui a été rôtie. Et là, on va venir amener un petit peu de crémeux, de moelleux avec une purée d'aubergine. Ça c'est pareil chez soi du coup, comment Chez soi, c'est relativement simple. Soit tu as un barbecue. Moi, ce que j'aime bien, c'est de cuire les aubergines directement sur la braise, ça leur donne un petit côté fumé. Après, c'est tout à fait possible de le faire au four, tout simplement. Tu mets tes aubergines à rôtir. Une fois que le couteau, pareil, s'enfonce facilement dans la pulle, Ouais. à ce moment-là, tu récupères la pulle. Et nous, on la mixe tout bêtement avec un petit peu de beurre, un peu de miso, et puis on rajoute un peu de piment pour l'assaisonner. Ok. Là, on va faire chauffer notre sauce. C'est pareil cette sauce du coup, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'il y a Et dedans? donc la sauce, c'est des champignons qu'on a laissé fermenter. On remplit le bocal de champignons et on complète l'espace libre avec de l'eau. Et ensuite, on ajoute du sel à raison de à peu près 2-3% du poids total du bocal. On récupère l'eau obtenue au terme de cette fermentation. C'est une eau qui va avoir pris le goût des champignons, mais qui va s'être un petit peu acidifiée, qui va être devenue un peu aigre. On rajoute un petit peu de crème à l'intérieur. Et D'accord. puis également cette huile dans laquelle on a fait macérer des champignons. On peut prendre un copeau de beurre à nouveau ou une huile d'olive par exemple. Ok, ok. On va pouvoir passer au dressage. Ça sent très très bon. Pour le dressage, on a chacun une petite aubergine, enfin une moitié d'aubergine, on a la purée, on a la sauce, on a les champignons. Ouais, sinon bien aussi. Oh, là j'ai le couteau du chef. C'est mon premier couteau. C'est vrai? C'est le premier couteau que je me suis acheté en cuisine. Il y a un côté symbolique, non? Ça dit beaucoup du chef aussi, enfin du cuisinier. Oui. Enfin, tout le monde choisit pas le même couteau. Il a une forme particulière celui-là? C'est Ouais. pour un usage particulier? C'est ce qu'on a, c'est un éminceur quoi. C'est vraiment Ah oui, le d'accord. couteau un peu. Pour, Ouais. Parce que je trouvais que c'était un geste quand même
Assez convaincant. Assez convaincant. Tu sais déjà toi ou pas Moi j'avoue que je sais déjà comment je vais m'y prendre. Ok. Toi du chef. Aubergine du chef. On parlait de l'aspect croquant, du coup c'est ça qui va donner un peu cet Voilà, aspect croquant. c'est ça qui va nous amener un peu plus de mâche quoi. C'est parti. Et ben go hein. Je sais pas du tout par quoi faut commencer. Moi cette aubergine je l'aime bien comme ça. C'est un peu l'ingrédient principal, donc est-ce que je la mettrai pas au milieu? D'à côté c'est très beau coupé aussi, hein. Il faut pas que je regarde à côté. Les petits champignons. Je vais mettre vraiment les éléments côte à côte quoi. C'est bien aussi côte à côte. Utilisation un peu non conventionnelle du couteau. Comme pour pose un petit peu. Oui. Regarde, la petite astuce après, c'est ta sauce pour qu'elle soit un petit peu plus jolie. C'est de venir lui mettre un petit coup de mixeur. Tac, et puis comme ça, tu vois, moi je vais venir récupérer la mousse pour venir la mettre sur les champignons. Je trouve que mon aubergine, tu vois, finalement, cette idée de la mettre au centre, c'est un peu grossier. Moi, je trouve que comme tu l'as coupé, c'était beaucoup plus judicieux. Mais du coup, est-ce que je n'en ai pas? Ouais, bon, bah écoute, hein. C'est pas convaincant, mais C'est pas si mal non plus. c'est très joli de l'avoir coupé. Ouais. Parce que la tige, je trouve comme ça, c'est vachement bien. C'est Non, un mais peu ça grossier. pourrait être cool aussi. Tu veux goûter? C'est ce que j'allais dire. Je pense que Allez, c'est le moment. je vais te ramener des couverts. Waouh! Tu as plusieurs manières de faire, soit tu prends les éléments tous séparément, soit tu prends tout en même temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est à la fois de sentir tous les éléments de manière un peu séparée, et en même temps de créer un goût Commun, un quoi. peu nouveau, quoi, qui s'assemble bien. Je te laisse me dire ce que t'en penses. Allez. L'aubergine, elle garde ce côté un peu Vraiment, fondant. c'est hyper bon. Nico, non. Je mets vraiment le régalé. Tu vois, j'aime les champignons. Ouais, Je pense que c'est une tu des- vois, quand ils sont un petit peu croustillants, comme ça, un peu grillés. Ah bah Allez. Ah, c'est bon. Merci beaucoup Guillaume pour ce temps Mais je t'en d'échange, prie. pour m'avoir fait découvrir aussi ta cuisine et puis cette petite activité qui était vachement cool. Si on veut venir manger au Toy Bohu, comment ça se passe? Il suffit d'appeler, il faut s'y prendre à l'avance un petit peu? Parfois, c'est nécessaire de s'y prendre un petit peu en avance, mais on a toujours des tables qui se libèrent un peu au dernier moment. Donc, faut pas hésiter à appeler, Ok. même à la dernière seconde. Nous, on aime beaucoup aussi les gens qui sont dans cette Spontané, spontanéité de venir au restaurant un peu last minute. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite? Que ça continue de bien se passer, cette aventure. On espère pouvoir encore servir pendant longtemps les Grenoblois. Et puis voilà.